Salam les petits loups, alors je vous emmène dans une ville chargée de plus de 2500 ans d'histoire, avec son patrimoine, sa joie de vivre, ses résidents qui la composent au jour d'aujourd'hui. Je vous emmène au Vienne médiéval. Rien de plus, rien de moins, regardez, là on est à Vienne, je ne me rappelle plus quel endroit, avant de rejoindre le centre, et on va voir des spectacles équestres, combats de épée, si je sais pas trop tard, c'est ce que je vous avais expliqué. Les sorties gratuites, Vienne médiéval gratuit. Et pour ce faire, je me suis un peu excentré pour me garer. Je vais passer par cette petite, par ce petit pont. J'espère que vous avez apprécié la vue du bas. On va voir la vue du haut. Et voilà les petits loups. Je vous amène au Vienne médiéval. C'est la 25e ou 26e édition. L'année dernière, je vous l'avais filmé et j'espère pouvoir vous montrer les endroits les plus beaux à voir et à visiter. Donc là, nous avons nos amis les pigeons. Bonjour secteur. Comment ça va secteur? Non, lui, c'est pas secteur. Donc regardez la beauté de la ville. Ça monte jusqu'en haut au fort. Imaginez 2500 ans d'histoire. C'est là aussi où se passe le festival de jazz. Mais pas que. Et c'est pour ça qu'elle est connue d'ailleurs. Très belle cascade, très belle rivière. Magnifique. Qui va se jeter dans le confluent. Allez, petit loup. En avant pour le Vienne médiéval. Go. On emprunte un petit souterrain avant de récupérer. Ah, regardez. Alors, livraison. Je sais pas si c'est du shit ou quoi. Telegram et ainsi de suite. Il y a les tarifs. Allez, on monte les escaliers, ça sera sportif, mais on va y arriver. Allez, go les petits loups. Et on est juste devant le périph' là. On était là tout à l'heure. Et c'est par là où on va aller au Vienne médiéval. Regardez, on peut prendre les escaliers par là-bas. Ou les prendre par ici. Allez, prenons-les par là. Faut d'abord monter pour redescendre. Je sens que ça va être physique cette ascension. Allez, go. Allez, ascension bientôt fini les petits loups. Inch'Allah. Faut monter et puis redescendre. Ça fait les jambes. Honnêtement, c'est sympa comme endroit. Bon, après être arrivé sur les hauteurs de Vienne, façon de parler, il n'y a plus qu'à redescendre pour le Vienne médiéval. Mais juste d'ici, la vue, elle est très très belle. Allez, go. Parce que mine de rien, j'ai monté pour aller jusqu'ici, en bas. Et je dois passer par là. Heureusement qu'il y a de la descente. Allez, go les petits loups. Et en fait, si vous préférez, on est juste devant le collège Saint-Charles. Ou lycée, région Rhône-Alpes. Sympa, regardez la vue qu'ils ont le matin. Et pour ceux qui ont vu sur la cour, enfin côté rue, ils sont au top. On se prend les escaliers ou la descente? L'escalier, ça me paraît un choix judicieux. Allez, go. Et quand on prend ces escaliers, voilà où on arrive, à Vienne centre, les petits loups. Donc, on risque de voir pas mal de beaux spectacles de rue. Ça va être ça le Vienne médiéval, les petits loups. Et voilà où va se passer où se passe le Vienne médiéval festival. Mais aussi là où va se passer le déambulation dans les rues. Le cortège, si vous préférez. Après, je ne sais pas ce que c'est lampion, mais l'avantage, regardez, vous pouvez aussi visiter ces petites ruelles. Ça sert à ça, le festival de Vienne. Impasse Quiquinet, ici. Il sert à ça, le Vienne médiéval, à visiter la ville. Magnifique. Comme ça, en même temps, vous regardez les hauteurs de voûtes et autres. Magnifique. Ouais, se perdre dans les ruelles, magnifique. N'allez pas plus bas parce que le Vienne Festival se passe ici. Alors l'année dernière, je sais pas, je vous l'ai mis, mais bon, sans plus. Enfin, je vous l'ai mis, ouais. Le festival se passait par là en fait. Dans les rues, il y avait pas mal de spectacles à montrer, mais là, je vous emmène. Ici, il y avait un conteur. Il venait raconter des histoires, c'était magnifique. Là, c'est place au bar. Bah, peut-être que jeudi, regardez le programme, c'est prévu.
Vous savez, le plateau de Médzé. Et donc le défilé va passer par là, logiquement. Et en fait, là, juste sur la place, il y avait des petits compteurs et autres. Des histoires antiques de Vienne. Bon, alors, est-ce que c'est samedi? Et même là, c'était... Ah, regardez. Logiquement, avec ce type de bande, il devrait y avoir quelque chose pour demain. En tout cas, ce soir, j'espère qu'on aura le défilé. Bon, et là, ici, vous pouvez plus ou moins le visiter, mais bon, à voir. En attendant, c'est un bel endroit. Dommage que... Dommage qu'il n'y ait pas ce qu'il y avait l'année dernière, les petits. Mais bon, la ville reste intacte depuis 2500 ans, donc imaginez le nombre de commerces, nombre de festivals qu'il y a eu et qui s'y est passé, qui ont disparu et qui ont dû se réinventer. Alors regardez, il y a un début de festival. Et voilà, un Vienne antique, coutelier, forgeron. Tout est l'art de présenter son art. Magnifique. Et voilà les forges. Magnifique. Une table, la religion. L'histoire de la religion. Donc c'est des techniques en fait juste ancestrales. Donc imaginez tout ça. Souffler de la braise et pour travailler le... Maintenant la forge, c'est quasiment en fait ce qu'on appelle le métaux. C'est magnifique. Les forges d'anciennes. Et comme vous voyez, là et là, c'est ce qu'on appelle des briques réfractaires pour conserver un maximum de chaleur. Et là, ils travaillent. C'est ça? Ah, Guédelon, oui, c'est ça. Eh ben, Guédelon, en fait, c'est ce qu'on appelle un site de science à ciel ouvert. Comme dirait l'autre, c'est pour travailler le fer quand il est chaud. Et c'est avec ça qu'il pompe. Magnifique. Et comme vous voyez, un bon vieux village ou une bonne vieille réplique de ce qui fut jadis. Et voilà. À l'ancienne. À la charrette. Bon là pas besoin d'agneau alors. Magnifique. Bon là le petit sac plastique pour les poubelles. C'est la modernité ça. C'est bon. Voilà. Où ils doivent faire leurs essais de tir à l'arc. Et là, regardez, les bonnes vieilles cuvées, enfin, ceci à l'ancienne. Et là, au feu de bois, putain, c'est bon ça. Magnifique. Donc là, 5 ans viking avec les casques. Et ça, c'est ce que vous appelez comment ça? Un blaster? C'est un caftan. C'est un caftan. Porté, c'est comme ça. Sous la cotte de maille pour un maximum de protection. Pour ceux qui veulent porter des cottes de maille. Ah, Mais on peut se battre juste avec ça sans la cotte de maille. Quoi, ça protège bien? Oui, en fait, la laine, historiquement, protège assez bien en fait des coupes. Pas des tailles, mais des coupes. C'est-à-dire, en fait, un grand coup va bien venir te trancher. Ouais. Par contre, si je viens, en fait, avec mon épée, par exemple, passer derrière son bouclier et venir me glisser comme ça, faire ça, ça, il y a peu de chances que ça le blesse. Ah, ok, d'accord. Alors, il sera pas protégé face à un grand coup comme ça. Hein. Ouais. Mais toutes les tailles et en taille, si je viens faire ça, je vais rien lui faire quasiment. Ok. Même si mon épée tranche très bien. Ah, parce que, même aiguisé, quoi. Même aiguisé. Ouais, impeccable, voilà. Et vous êtes de quelle tribu, façon de parler? On est le clan de Blodorn, nous sommes des Danois. Ah, Danois. Ah, c'est là où sont partis les Vikings, de toute façon. Oui, entre autres. Pas que de là-bas, mais oui. La plus grande vague migratoire de Vikings est partie de là. Non, tu dois avoir une enveloppe. Monsieur, je vois que vous prenez une vidéo, je suppose. Bon, avant
pour les présenter, le clan Bloodhorn. Bloodhorn. Allez, go. Alors du coup, je te disais, ça, c'est une tente dite saxonne. En fait, c'est une tente en fait qu'on a retrouvé plusieurs iconographies, c'est-à-dire en fait des dessins de l'époque, notamment dans un document qui s'appelle le Psautier d'Utrecht. Donc le Psautier d'Utrecht, en fait, c'est un très vieux document qui parle en fait de l'art de faire la guerre à l'époque carolingienne. Donc on l'a pas retrouvé chez des Scandinaves parce qu'on n'a pas d'écrit des Vikings. En fait, les Vikings n'ont pas laissé de traces écrites. Par contre, on a en fait des peuplades autour. Ça peut être les Arabes notamment ou les Carolingiens, donc les Francs, qui ont laissé des écrits. Et on a ce type de tentes qui existaient, qui sont considérées comme anglo-saxonnes. Donc ça correspond à notre période historique. Il est probable qu'ils aient utilisé ce genre de tente. Mais quand tu dis tout type d'écrit, c'est con ce que je veux dire, mais ça peut être même juste un dessin avec des motifs. Vraiment rien de cher. Alors ça c'est de l'iconographie, ça on en a très peu, c'est-à-dire on a des pierres runiques avec des petits dessins dessus, mais ça reste très très rare. Parce que par exemple, est-ce que tu connais la mythologie viking? On parle de Odin, Thor, tout ça. Et ben en fait ça n'est pas de l'époque viking. En fait c'est un gars qui 200 ans plus tard, qui s'appelle Snorri Sturluson, qui en fait a écrit la mythologie scandinave 200 ans après les vikings. Ah, donc même donc on n'est même pas sûr. Donc même le fameux Yggdrasil, ça viendrait de l'auteur que tu cites. Voilà, c'est arrivé au XIIIe siècle. Alors, selon lui, c'est des choses ce sont des récits oraux qu'il a compilés dans un livre. Transmission. Voilà, dans ce qu'on appelle l'Edda poétique. Mais en fait, on ne sait pas si à l'époque les Vikings croyaient vraiment à ça. Et à vrai dire, le culte principal des Vikings, c'était avant tout les ancêtres. On s'en rend compte parce qu'ils ont souvent des choses qui représentent leurs parents, des choses comme ça. Donc même l'histoire du Valhalla, ça viendrait de ce... Oui, c'est Snorri Sturluson qui l'a écrite. Et même les guerrières, comment ils appellent ça, tu sais, les Valkyries. Oui, tout à fait, c'est lui. C'est lui aussi. Il n'y a rien qui est contemporain à la période. Ah, parce que je pensais que c'était c'était propre pays, mais pas que c'était un gars qui était venu qui avait tout. C'est 200 ans plus tard. Alors c'est bel et bien, je sais plus de quel pays il est. Je crois qu'il était danois. Mais il l'a écrit bien après l'ère viking. Ok, donc c'est très très tardif. C'est pour ça que pour les tentes, il faut aussi avoir la réalité de l'époque. C'est-à-dire que nous on utilise ça. À l'époque, en fait, on n'avait pas de tente. C'est-à-dire les campements, c'était pas des camps comme ça. C'est des gars, ils dormaient à même le sol. Ils allaient éventuellement se servir des voiles de leur bateau pour faire en fait des espèces de grands auvents. Ils dormaient éventuellement dessous, mais on n'a pas de traces de ça. C'est juste quelque chose qui est compatible avec la période. Parce que dans les faits, ce genre de tente en fait coûte extrêmement cher. Le moindre vêtement à l'époque est un bien précieux. En fait, le tissu prend énormément de temps à faire. Comme ça prend du temps à faire, c'est très cher. Donc, en fait, une tente comme celle-ci, en tout cas tout un campement comme ça de tentes, alors ce serait possible peut-être pour le roi du Danemark, avec sa suite, quelques guerriers qui auraient leur tente, mais c'est extrêmement rare, très 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 rare. En fait, tout ce qui est tente à l'époque viking, ça coûterait trop cher à faire. Mais c'est quoi, t'as vu sur Netflix, il y a souvent, il parle justement de la période viking, et c'est vrai qu'ils vivaient de pillage ou rien à voir? De pièges? De pillage, Alors, parce que quand tu les vois dans la série, ils débarquent en Angleterre, ils font une razzia. C'est vrai qu'on va se mettre d'accord déjà sur qu'est-ce que c'est un viking. Un guerrier qui aime la bagarre façon de parler. Pas du tout, ils n'aiment pas la bagarre. Ah, ok, d'accord. Mais présenté tel que c'est. Un viking, qu'on se mette bien d'accord, c'est quelqu'un qui part sur un bateau faire du profit. Ah, ok, et pas de la guerre. Pas de pillage, pas de raquettage. Le pillage peut faire partie du profit. En fait, c'est que la plupart du temps, on va partir sur un bateau, vendre des choses. Du tissu, des biens comme des défenses de morse, tu vois, des choses comme ça. Des choses qu'on trouve pas ailleurs, des armes, des pièces d'armure. Pourquoi pas? On vend des choses. Et quand on arrive à des endroits, alors des fois on se dit, bah tiens, on peut peut-être aller explorer plus loin. Donc on va avoir beaucoup d'exploration, beaucoup de marchands. Le viking de base, c'est pas un guerrier, hein, loin de là. Et en fait, on va avoir peut-être 10% du temps des vikings qui embarquent et qui vont se dire, on va attaquer des zones non défendues. En fait, on va se servir. Genre, tu vois une abbaye, c'est plein de richesses, plein de trucs en or. C'est ce qu'on nous voit dans les séries, Voilà. Mais c'est pas, en fait, ça, ce n'est pas l'essentiel de l'activité viking. Le viking, il part sur un bateau faire du profit, peu importe la manière. Alors, c'est venu d'où cette histoire de pillage et autres? Alors, le pillage, ça a existé. Il y en a eu des raids. D'ailleurs, ici, à Vienne. À Vienne, au 9e siècle, les vikings ont été arrêtés. Ils ont tenté de raider Vienne à l'époque. Parce qu'ils se baladent sur leur drakkar. Alors, le drakkar n'existe pas. On appelle ça un landskip ou un knorr. Drakkar, en fait, c'est un terme bien plus générique qui désigne en fait les têtes que tu vois sur les tentes là. Ah, ok. Les figures qui sont là, ça peut être un drakkar. Alors nous, c'est des têtes d'ours et des têtes d'aigle, mais en fait, le drakkar représente juste la figure de proue d'un bateau. Ok. C'est comme si un bateau moderne, tu l'appelais, je sais pas, une ancre.
Ouais, ok. C'est exactement ça. C'est une partie du bateau, le drakkar, si tu veux. Ah, ok. Non, nous, on parle de landskip. Landskip. Voilà. Ça parle du bateau. Voilà. Celui Les qu'on bateaux voit, qui ont un faible tirant d'eau et qui peuvent aller autant en haute mer qu'en rivière. Ok. Et comme on peut remonter les rivières, justement, on peut atteindre des zones qui sont très peu protégées. Ouais, c'est ça. Des villages, des cultures, des abbayes, des monastères, des choses en fait où on va pas avoir besoin de combattre pour s'accaparer les richesses. Parce que nous, on est avant tout là pour faire de l'argent, pas pour mourir. Ouais, c'est ça. Je n'ai aucun intérêt à mourir. Et la gloire, ça m'intéresse pas. Je suis là pour me faire du pognon. Ouais, pour rentrer à la maison. Voilà. Donc j'engage le combat contre des gens qui peuvent pas gagner. Ouais. Je leur prends tout ce qu'ils ont et je me casse vite avant que quelqu'un vienne se battre. Ok. Alors pillage, oui, Ouais. mais pas amour du combat, pas violence. C'est pas des choses qui nous intéressent. Ah, On reste un peuple raffiné, on reste une culture raffinée. Ouais. On n'est pas des gens qui aimons particulièrement la guerre et on n'a pas fait plus la guerre que les autres. Ouais, mais enfin, historiquement parlant, quand on nous le montre, c'est un peuple qui a tout défoncé. En Europe, Pas du tout. ça Pas du tout. Bah, en Angleterre. Alors les Vikings vont occuper une partie de l'Angleterre pendant 100 ans. Ils sont allés jusqu'à Londres. Comment? Ils sont allés jusqu'à Londres. Ouais, et puis ils se sont fait écraser. Ah ouais? Ah oui. Sérieux? Ah oui, oui. Parce que quand tu vois. Enfin, Dans les séries, tu vois par exemple dans la série Viking, ouais, c'est ce ça. qu'on Ouais. voit c'est la grande armée viking. Ouais. Donc, et là on revient aux sagas. C'est-à-dire Ouais. que c'est une histoire qui nous a été racontée après, celle d'un certain Ragnar Lodbrok, qui serait mort et ses fils auraient envahi l'Angleterre. Ouais, c'est ça, ouais. Avec une grande armée. Ouais. Alors la grande armée, on va casser tout de suite le délire, c'était entre 800 et 300 000 hommes. Et 3000 hommes, pardon. Ouais, C'est bah, pas beaucoup, hein. pour l'époque, c'était beaucoup. Ah, c'est beaucoup, mais c'est beaucoup parce qu'il faut les transporter par la mer. Ouais, ouais. Parce qu'à l'époque, Charlemagne, il pouvait avoir 15 000 hommes sous ses ordres. Ouais. Si tu mets le rapport de force. Donc il faut vraiment imaginer que c'est pas des hommes très très nombreux. Ils vont réussir à s'accaparer quelques villes. Et en fait, une bande de terre, Ouais. qu'on va appeler le Danelaw. Le Ouais. Danelaw, c'est l'endroit où on applique la loi danoise. Ouais. Littéralement. Donc ça, Et c'est là, actuellement, ce serait quelle ville en Angleterre? York notamment. Ah, c'est York? Ouais. Ville écossaise? Alors York, c'est au sud de l'Écosse, mais c'est bien anglais. Ok. Ouais, ouais, enfin. Voilà. On va Et dire- globalement, en fait, ils vont avoir une bande de terre de peut-être 50 km vers l'intérieur des terres. Et peut-être 200 km de long, j'ai plus les tailles exactes, mais en fait qui vont s'étaler sur plusieurs royaumes de l'époque, Ouais. le Wessex, le Sussex, Ouais, c'est ça. l'Est Anglie, voilà, donc ça va s'étendre sur plusieurs villes, Ouais. et globalement, ça ils vont le faire très vite, c'est-à-dire il y avait une armée qui va réussir à faire ça, après ils vont mener des incursions Ouais. autour sans réussir à conquérir. Et petit à petit, les royaumes anglais vont s'unir autour d'un seul roi, le roi du Wessex, Ouais. et ils vont se faire rejeter à la mer. Littéralement, le Danelaw va être anéanti. Ils vont se faire écraser. Ah, ok, d'accord. Voilà. Donc, faut vraiment pas les imaginer comme de grands conquérants. Ils vont se faire écraser à peu près partout. Il y a peut-être, alors à l'est, un truc qu'on imagine, qu'on ignore rarement, enfin qu'on ignore souvent, c'est que les Vikings sont aussi partis à l'est. Ouais, c'est ça, Donc, chez les Russes. Ouais, en Justement. Ukraine plutôt. Comme ils le donnent, je sais pas, mais sur les cartes, ce seraient les premiers habitants Alors russes. c'est l'Ukraine. Parce que c'est les fleuves en fait qui mènent à la mer Noire. Ouais. Et qui mènent en fait à Constantinople, la ville la plus riche de l'époque. Mm. Et en fait, ils vont s'installer sur les berges. Ils vont pas vraiment faire de conquête, mais ils vont s'assimiler au peuplade local. Ouais. Et ils vont créer un État qu'on appelle la Rus de Kiev, la Russe de Kiev, et qui va plus tard devenir l'État russe tel qu'on le connaît. Ok, d'accord. D'ailleurs, en fait, le mec qui va créer la Russe de Kiev s'appelle Riorik. Et lui, c'est tous les gens qui vont diriger la Russie Ouais. de à peu près 860 à 1917 sont tous des descendants de Riorik. Ok, d'accord. Ça, c'est assez intéressant. Ouais, ouais. Et là-bas, en fait, ils vont pas vraiment mener une guerre de conquête. Ils vont s'assimiler au peuplade local. Bon, il y aura un petit peu des meurtres et des assassinats, mais c'est pas des grandes batailles rangées. En fait, on n'est pas du tout des bons combattants. Ok, d'accord. Très très long. Alors après, éventuellement, les Vikings ont une aura de grands combattants Ouais, c'est ça. parce que l'empereur byzantin, en fait, je connais un peu l'histoire de l'Empire romain. Ouais. L'Empire romain d'Occident s'est effondré Ouais. à cause de crises dynastiques et d'assassinats de l'empereur. Ouais, c'est ça. Et souvent, l'empereur était assassiné par ses propres gardes du corps. Ouais. L'empereur romain d'Orient, voyant ça, va avoir une idée, il va se dire, plutôt que d'avoir des hommes qui ont des intérêts politiques dans la cité, je vais prendre des mercenaires pour assurer ma protection. Et en fait, il va faire garder, l'empereur byzantin va être gardé par ce qu'on appelait la garde varangienne, ou garde vareg, Ouais. en fait, qui vont être des vikings, Ouais. en tout cas des gens qui étaient sur les fleuves de l'Est, Ouais. et qui vont défendre l'empereur d'Orient. Ok. Voilà. Et ça leur a donné une réputation de grands guerriers. Mais est-ce que c'était des grands guerriers parce qu'ils étaient abreuvés de pognon, ils avaient les meilleures armures, les meilleures armes, ou est-ce que c'était parce que c'était des combattants particulièrement efficaces? On sait Et pas. c'est quoi à dire, mais tu sais, quand on les voit tels quels, ils sont grands et forts. Ouais.
historiquement, si t'as l'air bien calé. Alors, Est-ce que entre ce que tu vois et la description qu'on en a, c'est pareil? Alors, la description qu'on en a, c'est quoi? Grand, bien barbu, une bonne. Qui les a écrits? Ça, je sais pas. Bon, les haches, pas trop. Un peu, mais pas trop. Ouais, c'est le mythe, les haches. Alors, oui et non, on pourrait y revenir après. En fait, à l'époque, on te parle effectivement de grands guerriers. Ouais, c'est ça. Mais en fait, dans le sens où c'était des gars qui étaient des bourrins, qui attaquaient des monastères et qui s'en prenaient à des moines. Ils étaient grands, c'est-à-dire physiquement, dans les tombes, en gros, le Scandinave moyen fait 20 cm de plus que le franc moyen. Quoi, 1m80, 1m90? Il faisait à peu près 1m80 alors que les francs faisaient un peu plus 1m60. Donc déjà, ça te donnait l'impression d'avoir des géants. Ouais, c'est ça. Un peu... Est-ce que c'était des grands guerriers? Non, clairement pas. En fait, on sait juste qu'ils ont choqué le monde en attaquant des églises. Ouais. En fait, il y avait ce côté où ils attaquaient des villages, ils foutaient le feu, ils prenaient des esclaves. Ouais. Il y avait ce côté terreur. Ouais. Mais par contre, il n'y a aucune bataille rangée qu'ils gagnent. Ah, ils ont perdu toute leur... Ils perdent quasiment toute leur bataille rangée. Ou pas connue, ou peu connue. Oui. Ah, ok, d'accord. Mais globalement, des escarmouches, ils vont gagner des escarmouches contre des petites troupes, mais une bataille rangée qui oppose des vikings à par exemple une armée constituée dans le Wessex ou contre les Francs, on perd à chaque fois. Ah, ok, d'accord. Ok. Et Thor et tout ça, ça vient d'où alors? C'est ce que je te disais. Ça, même Thor, même Loki? Tous ces récits-là nous viennent d'un seul homme, Snorri Sturluson, qui va écrire l'Edda poétique 200 ans après l'ère viking. Ok. Et là, j'ai vu que tu avais une espèce de hache. Tu peux nous expliquer parce qu'il y a pas mal d'inscriptions dessus? Bon, alors. Cette hache n'est pas fidèle historiquement. Ouais, mais l'idée, ce serait qu'il y aurait quoi dessus? Qu'est-ce qui est dessus? Alors, ouais, ça c'est des motifs qui sont pas aberrants. Ouais, c'est-à-dire que des décorations comme ça, pourquoi pas? Ah, ça n'existait pas à l'époque? Bah si, alors ça c'est typiquement des choses qui pourraient ressembler. Ouais. Ça c'est l'emblème de mon clan en fait, qui est un assemblage de runes. Et ça c'est littéralement mon nom écrit en runes, Thorast. Ah, runes, c'est la langue viking. Ah, c'est pas une vraie langue, c'est des symboles, dans le sens en fait où ils n'écrivaient pas. Donc on associe, il y a quelques pierres runiques avec des runes qui évoquent des choses, mais les runes en elles-mêmes ne sont pas un vrai alphabet. Okay. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Dans ce modèle-là, c'est plus un truc très utilitaire pour faire du campement, mais ce n'est pas un modèle historique. Et la hache, alors, historiquement parlant, c'était une arme de guerre ou... Historiquement, bien, on va s'approcher des haches. La hache, en fait, c'est avant tout un outil. Ouais. La hache, c'est l'outil du bûcheron, de tous les métiers du bois en règle générale. Ouais, c'est ça. Alors, on va avoir des haches de guerre très typiques comme celle-ci. Là, en fait, ce qu'on appelle une danax, une hache danoise, une grande hache. Donc ça, c'est un truc qui effectivement a fait la réputation des Vikings. C'est une arme très 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 violente. Mais et elle est faite uniquement pour le combat. Ça, c'est pas une hache outil. Ok. Et vas-y, excuse-moi, je t'en prie. En fait, il ne faut pas se dire que tous les Vikings, par exemple, c'était un gars avec un gros bouclier et une hache. Ouais, c'est ce que j'allais dire parce que c'est petit. On peut avoir un combattant comme ça avec une hache qui est de taille relativement modeste. Donc ça, là, t'as un modèle de danax. Là, t'en as une autre. Là, c'est des petits fers. Le but, c'est de tuer. Ça, c'est pas une hache outil. Et là, par exemple, on a une hache un peu plus décorée, donc c'est aussi une hache de bataille, avec une petite croix chrétienne. Donc ça date de la fin de l'ère viking, où les Vikings étaient devenus chrétiens. Pour preuve que Odin, Thor, tout ça, c'est un peu un détail. Donc la hache, oui, sous cette forme. Les haches à une main, j'en ai par là. Une hache à une main comme celle-ci, décorée comme ça, on a pu en retrouver. Et en fait, ça va être soit des objets d'apparat, soit en fait, c'est au tout début de l'ère viking où c'est très simple, comme je t'ai dit, on part sur un bateau faire du profit. Et ben le bûcheron qui partait sur un bateau faire du profit, qu'est-ce qu'il prenait comme arme? Sa hache de travail. Donc il pouvait avoir une hache à une main. Ça n'est pas une arme de guerre particulièrement efficace. Ça a beaucoup de désavantages, une hache. Non, mais dit comme ça, tu brises tout un mythe. Et je t'ai cassé quelques mythes là. Hein. Non, mais non, mais c'est tout. Tu sais, au moins, grâce à toi, on en apprend tous les jours. Je suis à peu près sûr déjà que t'aurais jamais pensé qu'un mec habillé comme moi serait un viking. Si tu m'avais croisé comme ça. Alors, la côte de maille, enfin, est-ce que c'est propre Alors, la côte de maille, je sais pas s'il l'avait pour l'époque, mais par contre, ton petit couteau devant et ta deuxième arme derrière, je pensais bien que t'étais viking. Eh bah. Ah, c'est pas de chez eux, ça aussi. Bah, le couteau. Parlons-en, le couteau. Ouais. Tout à l'heure, je t'ai parlé d'une tente anglo-saxonne. Ouais. Est-ce que tu sais ce que c'est ça? Je te dirais une petite dague ou... C'est ce qu'on appelle un saxe ou un scramasax. Et en fait, c'est une arme qui, pendant la période pré-viking, qu'on appelle l'ère viking,
a fait le succès d'un peuple qu'on appelle les Saxons. Littéralement, le peuple qui se bat au couteau long. Donc un sac, c'est un couteau long. Alors c'est un couteau à tout faire. On peut s'en servir à la guerre, on peut s'en servir pour faire à bouffer, on peut s'en servir pour tailler du bois. C'est vraiment un objet du quotidien, un outil. Et éventuellement une arme de guerre au cas où, voilà, on est à... Mais par contre, si je peux regarder, parce que c'est vrai que logiquement, le fourreau, il est pas... Ouais, je l'aurais pas pris comme ça, mais tu sais, plus comme une épée comme ça en fait. Alors justement, c'est un couteau à un seul tranchant, et les saxes ont très souvent cette forme en fait, où c'est le côté le plus long qui est tranchant. C'est ça, ouais. Et j'aurais cru que c'était l'inverse, avec le manche sur l'extérieur, comme on voit. Ben là, alors typiquement, le saxe, c'est une arme qui a alors, il y en a dans les deux sens, mais ça, c'est une forme très traditionnelle du saxe. Ah, ça, c'est l'âme saxonne. Voilà. Donc du coup, ce n'est pas forcément viking, mais les vikings se le sont accaparés. On a retrouvé énormément à l'ère viking. Ok, d'accord. En fait, c'est une assimilation. C'est quelque chose qu'on a récupéré d'eux. La cotte de maille, c'est universel, dans le sens où c'est une armure que tous les peuples utilisaient à cette époque-là, et c'est réservé bien sûr à une élite. Alors, c'est pas typiquement viking, mais c'est viking. Ok. Donc oui, là, tout va bien. Par contre, le manteau, là, c'est pareil. Ce qu'on appelle le kaftan, Klappenrock, eh bien, c'est pareil, c'est les Saxons qui l'utilisaient, et les vikings se le sont appropriés. Ah, mais ça veut dire que de par leur... on va pas dire conquête, parce que visiblement, c'est pas le bon adjectif, mais de par leurs excursions, ils ont vu comment les autres étaient armés, ils se sont un peu... Ils ont copié, façon de parler. Pareil, tu vois, les pantalons bouffants comme ça, c'est des trucs qui sont typiques des pays de l'Est et du Moyen-Orient. En fait, on va avoir des peuplades nomades, comme les Khazars, qui, eux, vont avoir ce genre de pantalons bouffants, en fait. C'est typique de l'Est. Et ça, les Vikings vont se l'approprier, parce que mine de rien, quand tu es sur un bateau, ce genre de pantalon, c'est très agréable. Quoi, c'est large, c'est plus ample? C'est ample. Et justement, t'as le côté, quand t'es trempé, c'est mieux quand c'est pas collé à ton corps. Ok, d'accord. Donc les pantalons amples, on est bien avec ça. Ok. Bon, là, c'est l'heure de casser la côte alors. Ouais, je crois que là, on va casser. Et ça, c'est censé représenter quoi? De quoi, la grande structure là? Ouais. Alors la statue, c'est une statue de la ville, hein. Ça représente une vache. Ah, et l'espèce de serpent, c'est pas celui qui va tuer Thor et détruire le monde, non? Alors, dans la mythologie ou rien à voir? Littéralement, ce n'est pas un serpent. Ah, c'est pas le Ragnar? En fait, ce bouclier appartient à une troupe particulière qui s'appelle les loups de Fenrir, qui utilise un symbole qui s'appelle une svastika. Et comme ils sont les loups de Fenrir, ils représentent des têtes de loups. Ouais. Alors attention, ne pas confondre svastika et croix gammée. Oh, mais voilà, c'est un symbole. Après, chaque peuple a son truc. Hein, faut respecter. Comment? Chaque peuple a son histoire. Voilà, mais juste pour comprendre, ce n'est pas une croix gammée. Non, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais c'est un symbole, en fait, qui va représenter effectivement Fenrir, le loup, qui doit provoquer Ragnarok du monde. Et là, on en revient à Snorri. C'est lui qui l'a écrit. Voilà. Mais franchement, ça tombe bien que je te croise comme ça. Je te pose pas mal de questions et tu casses pas mal de mythes. Ça, c'est intéressant. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens, et moi y compris, qui savaient que. Comment il s'appelle déjà le gars là? Snorri Sturluson. Snorri Sturluson, c'est lui qui avait plus ou moins écrit à tort ou à raison. Alors il y a des choses. Ça veut pas dire que tout ce qu'il dit est faux. Hein. Ouais. Juste, il faut prendre avec des pincettes parce que c'est beaucoup plus tardif. Et voilà, faut quand même penser que le viking moyen n'est pas un fanatique religieux, contrairement à ce qu'on croit. C'est-à-dire que la religion, c'est très très accessoire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a retrouvé assez vite en fait, des vikings qui vont devenir chrétiens. Et pour donner une idée, on a retrouvé des moules de forgerons du Xe siècle où le mec, sur le même moule, il fabriquait des marteaux de Thor et des croix chrétiennes. Alors que les deux époques n'ont rien à voir. Si, c'est la même chose, c'est assez contemporain. Hein. Mais juste pour dire en fait que pour eux, c'est commercial. En fait, ils se sont convertis pour des raisons commerciales. Parce que c'était plus facile de faire du commerce entre chrétiens. Ah, ça, j'ai compris. Donc, en fait, ils vont dire oui, oui, très bien, j'ai Odin, j'ai Thor, j'ai Jésus, c'est un dieu comme les autres. Ouais, c'est ça. En fait, ils vont ajouter un dieu à leur panthéon, en fait. C'est pas du tout aussi marqué que c'est pas une guerre de païens contre chrétiens. Non, pas du tout. Hein. Les mecs, ils se sont convertis bien, vite, sans trop de problèmes. Il y a juste eu, en fait, les Danois vont évangéliser de force les Suédois. Il va y avoir une guerre. Ça, oui, il y a un roi qui a décidé, faut qu'on se convertisse tous. Mais en fait, les deux religions cohabitaient. Ok, d'accord. Et tu peux au moins t'habiller pour voir à quoi ressemblait un vrai guerrier viking? Comment? On peut te voir avec le casque et... Tout équipé? Ouais, bien sûr. Ah bah je te remercie. Vas-y. On va juste prendre une petite pincette sur le fait que ce que je vais te montrer, moi, c'est un combattant d'élite. Alors vraiment là, on va être sur un combattant très très riche, j'ai une cotte de maille, j'ai mon épée, mais voilà, faut prendre avec des pincettes dans le sens où il faudrait voir plusieurs guerriers pour avoir l'idée du combattant viking moyen. Ah mais alors que... Par exemple, est-ce que tu pourras prendre un bouclier et une lance, s'il te plaît?
Je fais ça tout de suite. Ah, je te laisse ça, je vais m'équiper. Et juste pour information, quand tu parles de guerriers élites, est-ce que c'était comme l'armée romaine où les guerriers élites c'était les riches ou c'était vraiment les guerriers élites parce que c'était des tueurs à gages? Il était riche. Ah oui, il était blindé de pognon, il avait une cotte de maille, il avait une épée. Et sans savoir, il n'était pas censé savoir se battre. Bah non. Alors certains oui, ils pouvaient être payés pour ça, mais c'est très tardif, on appelle ça les huskarls. Ouais. On va leur payer leur cotte de maille, leur casque. Mais au début de l'ère viking, bah, le combattant moyen il ressemble plutôt à ça. Ok. Donc un combattant avec une tunique en laine. Bon là tu vois, il a sa hache de forgeron qui est un outil. Il a un bouclier standard, la pièce qui coûte cher c'est ça, c'est le hombo. Ouais, le métal. Voilà. Sinon là t'es un combattant moyen, pas de casque. Et il va aller se battre comme ça en fait. Ça représente la pied-taille moyenne de l'armée viking. Ok. Ils vont quasiment tous ressembler à ça. Ok. Ah, c'est le moins cher et... Ah oui, oui. Bon, les couleurs sont pas bonnes. Il est un peu riche au niveau couleur. Ouais. Mais lui, par exemple, s'il avait une lance et un bouclier, il serait vraiment typique, le combattant typique. Bah, tu sais, c'est bête à dire, mais quand je le vois lui, je le crois... C'est plus un combattant... Tu dis ça parce qu'il a une peau sur les épaules. Non, viking, ouais. Il a plus de muscles aussi. Ouais, c'est... Non, mais façon de parler, Dans ouais. la réalité, il devait ressembler plus à lui. Ah, ok, donc... ok. Moi, je suis un cliché. Ah, t'es le cliché, t'es pas le guerrier type. Mais visuellement, ce serait toi le guerrier type. Oui, parce que ouais, c'est ce que les films et les séries t'ont fait imaginer. Ouais, c'est ce qu'ils nous ont fait. Mais bon. en vrai, il n'y a rien qui prouve qu'ils avaient une coupe comme ça, il n'y a rien qui prouve que c'était des grands costauds. Si ça se trouve, ils étaient peut-être un peu plus minces. Ouais. Voilà. Ok. On n'en sait rien, on n'y était pas. Non, attendez, juste comme ça. Bon, à vous de choisir lequel est le plus viking que l'autre. Sachant qu'à gauche, c'est folklorique et à droite, ce serait plus ressemblant. À vous de choisir les petits. Propre. Ouais. Ce personnage ici va foncer dans l'art et envoyer voler la personne. Mettre des grands coups de hache à travers les têtes et je vais vraiment faire le personnage ultra violent. Ouais, mais... ouais, après, c'est quoi à dire, mais... Franchement, c'est Mais typique. j'ai la tête pour et j'ai le physique pour. Et ouais. Franchement, Voilà, c'est toi, ça. c'est le top. Voilà. Allez, je suis en train de ça. Allez, vas-y. Attends, on se met sur un truc un minimum plat. Je veux le camp derrière. Ah, ça, c'est magnifique, ça. Et donc, à gauche, c'est un guerrier riche, et à droite, ce sera un guerrier comme moi, pas... Moyen, ouais. Ouais, moyen. Mais pas encore sur du pro, surtout avec ces couleurs-là. Ouais, c'est surtout les couleurs là qui font. Mais en termes de matière et d'équipement, c'est le standard. Ouais. Ok, d'accord. Moi, je suis un combattant d'élite, formé, j'ai mon casque, j'ai de la cotte de maille. Ouais. Je suis très très bien protégé. Et voilà, j'ai moins peur parce que là, même un bon coup de lance, il pourrait percer ma maille, mais globalement, je vais quand même être bien plus protégé. On refait vite fait. L'idée, c'est qu'on ait quand même plusieurs combattants équipés comme ça. Ah, ouais. Et on va être très très bien protégé. Par exemple, sur toutes les entailles. Donc, si sa lame va glisser sur le côté de ma cotte de maille, Ouais. il ne fera pas grand chose. Ok. Dans la réalité, par exemple, s'il était équipé d'un sac, Ouais. ah, mettons, il a plus de lance, Ouais. le combattant se jette sur moi, il essaie de me trancher, je crains rien du tout. Ah, avec la cotte Moi, de je maille. le Ouais. fracasse. Ok. Moi, j'ai rien. En un coup, je suis à terre. Ok. T'as précisé que celui-là, il tranchait? Comment? T'as précisé que celui-là, il tranchait? Ouais, du coup, c'est... Ça. Comme ça, je suis un combattant à la grande hache danoise. Ouais. Et sinon... Non, je vais avoir un lance avec un bon fer. En fait, je vais être équipé relativement comme lui. Hein. Ouais. Juste, je vais avoir moins peur de me faire toucher. Et la particularité, c'est que, en plus, si par exemple ma lance vient à rentrer dans le bouclier ou elle est cassée par un coup, par exemple, je peux passer à l'épée et puis continuer le combat. Je peux venir casser les lances parce que l'épée est un bien de luxe aussi. Ok. Bah, franchement, magnifique. Ouais, mais c'est vrai que quand on regarde, enfin, ouais, après c'est toujours stéréotypé comme tu me dis, Ouais. mais c'est vrai que c'est plus, toi ça fait plus garde royaux, mais ton collègue, putain, ça fait vraiment terreur viking. Comment? Ton Ouais. ami, de par son gabarit, fait vraiment terreur viking. Oui, mais voilà, c'est parce qu'il a un gros gabarit. Ouais. Tu peux trouver des gros gabarits dans toutes les armées. C'est Ah, pas, c'est ça. pas spécifique à un viking. Ok. Et là, dans ce que vous préparez, c'est ce que mangeait les Non, vikings. ça c'est parce que là on prépare rien. C'est la médiévale qui nous fournit. Ah, bah Alors, nickel. on ne fait alors. pas de cuisine sur ce campement, sinon je t'aurais montré de la cuisine historique. On est. Bah toi aussi, merci. Bah alors là, les amis, c'était
Le côté viking, magnifique. L'accueil, les gars, il nous a super bien accueillis. Et c'est le clan Bolodorn. Numéro de téléphone, si vous voulez l'appeler. Super bien. Et il se déplace pour faire des reproductions et ainsi de suite. Donc, n'hésitez pas à les contacter, comme fait Vienne, pour nous présenter un joli, excellent spectacle. Ah bah regardez, le voilà. Le clan Bolodorn. L'aigle de sang, nos traditions, notre histoire. Magnifique. Ah, merci à eux.